Bonjour à toutes et à tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores pour cette petite vidéo d'opinion à propos du jeu Atlas Lost. Oh, j'étais pas très bien préparé, t'as vu? Eh ouais, La boîte était encore dans la... Voilà, non, voilà. c'est mal. Calax. on l'a refait. Non, on la refait pas, tu plaisantes. Bon, d'accord. Donc il s'agit de Atlas Lost de Totsuka Chuo, l'auteur que vous connaissez déjà pour Aqua Garden et aussi Ostia. Vous avez certainement vu, puisque normalement cette vidéo sera postée en même temps, il y a eu aussi une expli partie sur Atlas Lost. On ne va pas vous spoiler, hein, vous verrez la partie, elle vous expliquera comment le jeu fonctionne. Ici, on va se concentrer sur ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce que vous pourriez moins aimer vous, et puis faire finalement une petite opinion globale de ce qu'on pense de ce jeu qui arrivera bientôt en financement participatif. Ouais. Et on pourrait d'abord commencer, avant de vraiment rentrer dans le dur, pour ceux qui éventuellement ne seraient pas avides de vidéos d'expli parties longues et qui voudraient se contenter exclusivement de la review, par une petite présentation rapide du jeu. Atlas Lost, c'est un jeu de pose d'ouvriers, de gestion de ressources essentiellement, avec une assez forte modularité et puis évidemment différents chemins vers la victoire qui le rendent assez intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, on a aussi un matériel assez fou que vous verrez un petit peu en image, notamment sur l'expli partie si vous faites un petit passage, ne serait-ce que pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, quand même, hein, pour souligner les efforts et laisser un petit like aussi. Voilà. Faut avouer, on l'a reçu en termes de prototypes. Ouais. Des prototypes comme ça, on en veut tous les jours en termes de qualité de réalisation. C'est très abouti déjà. Plateau double épaisseur, le screen print sur tous les meeples déjà d'entrée de jeu en prototype, c'est du bon matos. C'est clair. Alors du coup, sans plus trop tarder en présentant le jeu dans ses détails, etc., on va rentrer directement un petit peu dans le vif du sujet, à savoir donc, les points forts, les points faibles selon nous. Enfin, on devrait plutôt dire ce que nous avons aimé, ce que nous avons un peu moins aimé, et puis également ce que vous pourriez ne pas aimer potentiellement, parce qu'il faut aussi essayer de penser un petit peu à tous les profils de joueurs. Donc on va commencer, je pense, d'abord par les points forts, les points positifs. Bien sûr. Commençons par les points positifs. Alors d'abord, on l'a déjà brièvement mentionné à l'instant, mais le matos. C'est vrai. À l'état prototypal, c'est déjà mieux que beaucoup de jeux à l'état final. On est d'accord. C'est vrai. On a de très beaux plateaux individuels avec déjà de la double épaisseur. On a aussi du screen print, donc la surimpression sur les meeples, qui rend ça vraiment très joli. On a des petites réglettes que Xavier vous montre ici. Percées qui peuvent... allez simplement agrémenter votre plateau individuel selon les modules que vous allez sélectionner. On va les ajouter en haut, en bas, sur le côté de notre plateau, et tout ça s'intègre très bien. En termes de matériel, c'est vraiment très bien pensé. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment très cool. Et justement, on parlait de modularité, parce que les réglettes vont venir s'ajouter ou ne pas s'ajouter en fonction des modules que vous allez jouer, culture, sciences, économie, militaire, religion. Et c'est aussi cette modularité qui fait un des points forts du jeu, à mon avis. En termes de rejouabilité et de variabilité, oui, certainement. Grosse rejouabilité selon moi, parce qu'effectivement, donc comme je l'ai dit, culture, sciences, économie, religion, militaire, et vous pouvez tout à fait mélanger ces modules. Il faut à chaque fois que vous en ayez 3, mais rien ne vous empêche de les mélanger selon votre bon vouloir, ce qui doit vous permettre d'avoir un certain nombre de combinaisons. Je ne suis pas spécialement matheux, mais... Moi non plus, mais surtout, ce qu'il faut ajouter, c'est que dans chaque section que vous allez choisir, eh bien, les tuiles qui vont présenter les actions sont elles aussi variables. Vous allez en choisir un certain nombre dans un pool. Donc, je dirais la probabilité que vous tombiez 2 fois de suite sur exactement la même configuration est, à mon avis, extrêmement faible. Et ça, c'est un gros point fort pour la rejouabilité, on est d'accord. Tout à fait. Pour ma part, en termes de points de fort, je trouve qu'il est très lisible. L'iconographie. L'iconographie, une fois qu'on a lu le manuel de jeu, qu'on a intégré l'iconographie, on n'y revient plus dans le manuel de jeu. Et cette iconographie, elle est très bien exploitée aussi sur le plateau individuel, puisque sur le plateau individuel, vous avez carrément l'aide de jeu qui est intégrée, qui vous rappelle les actions que vous pouvez faire durant votre tour. Alors ça, c'est génial, parce que on a toujours, au moins au début, besoin d'une aide de jeu, et là, elle est directement intégrée, donc on l'aura toujours sous les yeux, et c'est une aide assez inestimable à mon avis. Encore une fois, l'ergonomie est vraiment à souligner. C'est exactement le mot que j'allais dire, l'ergonomie est vraiment excellente. C'est pas seulement la qualité du matos, c'est aussi l'ergonomie qui l'accompagne. Même si tout à l'heure tu parlais de l'iconographie qui est bien pensée, et c'est vrai, il y avait quand même, dans les 2-3 premières parties qu'on a eu, quelques questions de règles sur l'anglais utilisant les cartes. Oui, parce que évidemment l'auteur n'étant pas anglophone natif,
Il y a eu quelques petites imprécisions Mhm. peut-être, mais n'oublions pas qu'il s'agit toujours d'un prototype, donc ces cartes pourraient être corrigées d'ici l'épreuve finale. Hein, Ouais, ça, c'est tout à fait. Aussi, j'en profite pour le préciser, j'aurais dû le dire en tout début de vidéo, mais encore comme c'est pas 100% officiel, je prends ça avec des pincettes et vous devriez le faire également, mais a priori, Atlas Lost devrait bénéficier d'une version francophone. C'est pas encore tout à fait signé, mais ça devrait se faire dans les jours à venir, donc vous devriez pouvoir le prendre, le baquer en français si vous n'êtes pas spécialement un grand amateur de la langue de Shakespeare. Autre point fort? Autre point fort, il y a aussi ce petit côté où en fait il y a aussi des cartes à Ouais. jouer. Et ces cartes-là vont aussi ajouter une certaine variabilité et une certaine, je dirais, imprédictibilité de la part de vos adversaires, puisque vous ne savez pas et eux ne savent pas ce que respectivement vous avez dans la main, et il y a des manières de jouer des cartes qui peuvent faire basculer la partie, mais elles ne font pas basculer la partie parce que les cartes sont intrinsèquement trop fortes, elles font basculer la partie parce qu'elles sont bien jouées. Ouais. Et ça, pour moi, c'est important. Une carte trop forte, c'est pas intéressant. Une carte qui est forte parce qu'elle est jouée au bon moment, ça c'est vraiment bien et ça permet de développer des stratégies. Ouais. Donc ça c'est vraiment un gros point fort aussi de ce côté-là. C'est vrai. Ensuite, est-ce que tu as d'autres points forts Ouais, tu l'as déjà fait légèrement abordé avec les cartes, mais justement il y a tout un tas de combos à penser, parce que déjà la grande modularité des petites tuiles que vous allez ajouter sur chacun des arbres à chaque partie, avec des emplacements qui vont varier effectivement, ça plus les cartes dans chaque type également qui peuvent se comboter avec d'autres technologies et ainsi de suite, font que vous avez plein de combos à imaginer à chaque partie, et ça fait aussi que chaque partie va être relativement différente de la précédente. Tout à fait. De ce point de vue-là, c'est assez bien parce qu'il n'y a pas cet aspect vraiment très répétitif du jeu qui peut parfois arriver assez vite, survenir assez vite dans certains jeux. Dans certains jeux, tout à fait. Ce à quoi j'ajouterais moi aussi, encore un bon point pour moi, le fait qu'il y ait 3 conditions de victoire très différentes qui peuvent vous permettre quelque part, même à la limite, de changer de stratégie en cours de jeu si vous dites, tiens mais finalement je vais plutôt arriver à développer ce côté-là, puisque vous pouvez gagner au point d'une manière très classique. 30 points. Vous pouvez arriver à gagner en rassemblant 4 tuiles d'initiative qui sont prenables selon en remplissant certaines conditions, ou alors vous pouvez être le premier sur la piste d'influence qui est là, donc il y a 3 pistes à explorer. Pour l'instant, ma foi, sur toutes les parties que j'ai fait avec toi, on a dû faire 3 parties au point, 2 parties aux tuiles et une partie à la piste d'influence. Ouais. Donc, dans nos parties de test, ça a aussi été assez varié. Ouais. Ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Je dirais qu'à première vue, mais ça demande d'être confirmé, peut-être que la victoire par l'influence est un petit peu plus difficile que les autres à obtenir. Elle est très coûteuse. Elle est très coûteuse. Donc, elle risque d'être rapidement démasquée par les adversaires. Et encore, lors de la victoire que tu as opérée justement sur cette condition de victoire-là, les prérequis que tu as ici, enfin tu les as en fait ignorés grâce à une carte bien jouée dans le bon timing. Voilà, exactement. Donc ça reste jouable, ouais, mais elle est peut-être un poil plus difficile à obtenir, mais elle est intéressante parce qu'elle vous offre aussi certains bénéfices, bien évidemment, à chaque fois que vous progressez dans la piste. Donc, en ce qui concerne la victoire au point, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur les technologie de niveau 3, vous avez un petit jeton qui représente 1 point ou 2 points, mais qui est gardé face cachée. Donc vous savez combien il représente, mais votre adversaire ne le sait pas. Donc il sait à peu près combien de points de victoire vous avez, mais il ne sait pas si vous êtes un peu plus ou un peu moins loin de la victoire à 30 points que lui. Donc là, c'est intéressant parce que ça le force à se dire, bon, il a 21 points là, mais il a quand même 3 jetons comme ça derrière. S'il prend ça derrière, il va peut-être arriver à 30 points et je vais peut-être me faire avoir, donc il faut que je réoriente ma stratégie, et ainsi de suite. Et ça, je trouve que c'est aussi une petite notion de variabilité intéressante. Et on retourne encore sur la modularité, parce que justement, quand vous jouez avec les militaires, par exemple, il y a aussi beaucoup de moyens d'aller choper les points de victoire de votre adversaire pour les faire vôtres. Et ça, c'est certainement aussi possible pour la religion, mais on l'a pas pu la tester encore, parce que la version qu'on a reçue était un petit peu buggée apparemment sur la religion. On nous a demandé de ne pas en parler, à minima. On ne l'a même pas joué d'ailleurs. Non, on ne l'a pas essayé. Même si j'aurais bien voulu voir, parce que je me dis avec le militaire, ce que ça rajoute en termes d'interaction, si on a militaire et religion, ça doit être chaud, oui. Ça va être la guerre à tous les niveaux. Mais ça doit pas mal transformer la physionomie du jeu, oui, je suis d'accord. Et je serais très curieux de faire une partie justement avec la religion plus le militaire, par exemple. Tout à fait. Ouais.
Donc on verra peut-être quand on aura reçu le jeu en version finale, si jamais on le prend. Voilà. On peut rapidement passer sur maintenant les points négatifs. Tout à fait. Et en fait, ça me permet de faire une transition assez naturelle entre le positif et le négatif, parce que pour moi, le prochain point, eh bien, il va s'intégrer aux deux catégories. D'accord. En fait, c'est la direction artistique, où vous le verrez assez rapidement, on mettra des illustrations également. Les plateaux eux-mêmes sont plutôt très jolis, je vais d'ailleurs en prendre un pour vous démontrer ça. Par exemple, pour la culture, on voit ici qu'on a des jolies illustrations ici. Les cartes sont pas vilaines non plus. Donc c'est plutôt joli. En plus de ça, le matériel est très joli comme on a dit précédemment. Mais ça vient aussi intégrer la partie un peu plus négative, parce que c'est quand même très froid, et je pense que c'est un des reproches que vous aviez au Rai également. Tout à fait. Mais c'est vrai, ça reste un peu froid. Je suis d'accord sur les print screens, les jetons, tout ça, c'est très joli. Après, les cartes, le problème que j'ai avec les cartes, c'est que les illustrations, elles ne servent à rien. Ouais. Elles n'illustrent en rien l'effet de la carte. Et dans chaque paquet, l'univers. Et pas forcément non plus l'univers, et chaque paquet de cartes a un nombre d'illustrations limité. Donc vous allez avoir toujours la même illustration, répétée, je sais pas, une dizaine de fois. Ouais, il y a 3-4 illustrations dans chaque paquet environ. Voilà. En fait, c'est simple, vous avez un type d'illustration pour les cartes actives, un type d'illustration pour les cartes passives, et un type d'illustration pour les cartes instantanées. Ouais. Et c'est tout. Et du coup, voilà, ça me plaît un peu moins, j'avoue. C'est en fait, un peu dommage. En réalité, quand on regarde beaucoup de jeux, souvent l'illustration de chaque carte, on s'en fout un peu, mais ça apporte quand même un certain degré d'immersion, même visuellement c'est plus agréable. Là, un des attraits de Everdell, c'est aussi ces illustrations de cartes, ça c'est évident. Le deuxième point, au point de vue de la direction artistique, qui me laisse un petit peu sur la fin, c'est pourquoi avoir fait des jetons en forme de gars qui ont des flingues. Si ce sont des jetons qui sont utilisés dans le module de militaire, je comprends, mais là, économie, sciences et culture, ça voudrait dire qu'on fait de la culture avec du fusil. Alors, je sais, peut-être que certaines personnes vont me dire que je suis un peu woke, que je suis un peu trop tu râles sur tout, mais pour moi, c'est que ça colle pas au design. Si j'avais eu ce jeton-là, avec à côté un autre personnage, genre en blouse, avec un bloc-notes, j'aurais rien dit. Je me serais dit, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais là, ils sont tous en forme de militaire, entre guillemets. Pour être tout à fait honnête, je vais me faire l'avocat du diable, parce qu'en fait, je suis relativement d'accord avec ce que vous aviez, je vois pas très bien la cohérence à ce niveau-là, mais on peut quand même souligner que, thématiquement parlant, on est théoriquement dans un monde post-apocalyptique, où les dernières cités encore à peu près sur leurs jambes, qui se tiennent un peu sans être trop désagrégées, vont s'aventurer un petit peu dans le wasteland, quoi, en gros, pour aller redécouvrir les traces d'une civilisation désormais enterrée, donc la nôtre. Et donc ils partent à l'aventure, à la découverte de ces ruines, et ils ne sont pas à l'abri de rencontrer d'autres factions, donc il faut forcément se défendre si tu veux. Mais je suis assez d'accord avec toi. De la même manière, un peu artistiquement, mais là c'est juste mon sens artistique, je sais pas trop ce que représentent les jetons, les totems de culture. Ça ressemble à une station de radio, mais on voit en arrière-plan Big Ben. Oui, c'est ça. Et en fait, si tu veux, ça reprend l'illustration de la culture qui est ici, où l'on voit ici Big Ben et une grande tour. En fait, c'est ça le gros totem que nous on va poser. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais alors ça, c'est un point négatif effectivement en termes de DA. Il y a une froideur, il y a parfois peut-être un certain manque de cohérence, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais on peut aussi contrebalancer en disant que certes la thématique est très peu présente en réalité dans le jeu, les actions le sont un petit peu parfois, mais je vais quand même tenir à nuancer un petit peu ce propos dans le sens où à l'heure actuelle, nous on a le proto du jeu de base, mais on aura aussi 2 extensions durant la campagne, l'une dont je connais assez peu le contenu pour l'instant, l'autre, alors j'espère que je ne dévoilerai pas d'exclusivité là, mais bon, normalement ça devrait sortir en même temps que la campagne, donc ce ne sera plus un secret. Il y aura une extension de campagne, donc avec potentiellement, je ne connais pas encore le contenu, je sais juste qu'il s'agit d'une campagne, donc sur plusieurs parties, donc on peut imaginer peut-être une sorte de pan narratif un peu plus impliquant pour les joueurs, un peu plus immersif. Ça fait partie aussi de mes petites remarques, parce que quand vous regardez, chaque plateau de joueurs a une illustration différente.
mais il n'y a pas de nom. Et moi je trouve ça dommage, parce que si on s'ennuie à faire des illustrations différentes pour chaque faction, autant leur donner un nom pour faire une sorte d'univers, quoi. On n'a pas besoin forcément de le pousser très très loin, mais c'est toujours sympa. Avec une petite mention dans le livret de règles voilà. pour dire telle et telle faction. Exactement, oui. Anachronie le fait très bien, oui, c'est vrai, et une fois que tu y joues quand même, Anachronie tu t'en fiches un peu, mais c'est là. Oui, mais il y a un c'est petit... là, il y a un Anachronie vient aussi intégrer un petit peu d'asymétrie. Oui, bien sûr. Du fait des factions. Alors que là, comme il n'y a pas d'asymétrie, après c'est un reproche potentiel qu'on pourrait leur faire aussi. Pourquoi pas. On pourrait avoir un petit départ asymétrique aussi. Pourquoi pas. Peut-être que ce sera le cas. On verra. On ne connaît que le jeu principal pour l'instant. Et dans sa version prototypale. Tout à fait. Donc voilà, parce qu'après, sur le plateau, une fois que vous avez dépassé le haut, les grandes tuiles qui vous indiquent de quel arbre il s'agit, le reste, il s'agit de tuiles qui sont totalement interchangeables, il n'y a pas de fond de couleur, il y a juste des icônes et c'est tout. Ouais. C'est très très froid. C'est très très froid. Si vous aimez les univers visuellement riches, là ça sera peut-être un petit peu un petit frein visuellement. C'est un peu aride. C'est vrai. D'ailleurs, ça peut nous faire peut-être passer justement à cette dimension-là de ce que éventuellement vous, de l'autre côté de l'écran, vous pourriez ne pas aimer. Mm-hmm. Alors moi, je pourrais voir, c'est en fonction des modules qui sont choisis. Ouais. Si vous aimez l'interaction forte, il ne faudra pas jouer en économie science-culture, parce qu'il y a peu d'interactions, voire même pas du tout. Il y a assez peu d'interactions, clairement. Après, heureusement, le module militaire a été assez dynamique, je trouve. Oui. On a réussi à se piquer des choses, à intervenir chez les autres de manière assez significative. On pourrait aussi expliciter la raison pour laquelle on a choisi ces 3 modules-là. C'est en fait, dans le manuel, on vous dit très clairement que pour votre première partie, pour vous familiariser un petit peu avec le jeu et ses mécanismes, il est préférable de jouer avec ces 3 modules-là. C'est la raison pour laquelle on n'a pas utilisé le militaire ou la religion, mais ce sont les 2 modules qui vont vraiment ajouter beaucoup plus d'interaction à vos parties. Donc pour l'instant, c'est pas démontré ici dans notre partie à nous, que vous verrez sur l'autre vidéo du coup, mais sachez-le. Et effectivement, comme le disait Xavier, ça peut être un bien comme un mal. Choisissez bien en fonction des joueurs autour de la table, en fonction de leur profil. Éventuellement, si vous voulez beaucoup d'interactions, effectivement, peut-être militaire, religion, ou au moins un des deux. Si vous, au contraire, vous n'aimez pas le tech date, contentez-vous de économie, science, culture. Mais je pense que c'est quand même un des attraits principaux du jeu aussi, c'est de pouvoir justement aller jongler avec les modules. Bien sûr, sans aucun doute. Donc l'autre chose qui pourrait ne pas vous plaire justement, c'est ce design graphique qui est entre guillemets qu'on peut juger froid, comme nous on l'a un peu jugé froid. Voilà, là c'est encore une fois, on le rappelle, c'est une affaire de goût. Nous on l'a jugé un peu froid, mais c'est notre goût à nous. Moi personnellement je trouve ça froid et c'est un point négatif, mais élégant. Oui, non, mais c'est froid, mais pas moche, hein, on est bien d'accord. C'est froid, mais c'est très ergonomique. Et quelque part, ça reflète bien une certaine idée du futur. Voilà, tout à fait. Quoi d'autre dans ce qui pourrait ne pas plaire éventuellement ? Un petit point qui pourrait ne pas plaire, moi je suis assez partagé sur ce point-là, donc je ne le mettrai pas personnellement dans les points négatifs, mais ça pourrait l'être pour certaines personnes, c'est la victoire par les tuiles. Oui. Parce que, en fait, il vous suffit de choper ces 4 tuiles. Quand je dis suffit, c'est pas forcément facile à faire, mais entre guillemets, il vous suffit d'aller choper ces 4 tuiles d'initiative pour remporter la partie de manière immédiate. Et ça peut donner une fin un peu abrupte à votre partie quand les autres joueurs essayent de se développer, d'imaginer des combos 3 tours à l'avance, et que vous faites, ouais, en fait, là je vais choper la 4e tuile, c'est fini. Mais quelque part, moi je trouve que justement c'est assez intéressant parce que cette récupération des 4 tuiles, c'est moi ce que j'appellerais la victoire du voleur. Oui. C'est-à-dire le gars qui est resté un peu dans l'ombre, qui a su placer ses pions et qui au moment décisif arrive à faire banco, quoi. Ouais. Alors que les points c'est le plus direct, c'est le plus naturel, et cette piste-là c'est quand même un truc très spécialisé. Donc, mais je peux comprendre qu'en effet ça puisse laisser un arrière-goût un peu d'inachevé en termes de flamboyance. Ouais, parce qu'effectivement, quand vous développez sur vos arbres de technologie et que vous dites putain, c'est en 3 tours, ça je le déclenche, je vais me faire 12 points d'un coup, et que le mec à côté vous fait bah ouais, mais moi j'ai utilisé juste un jeton de recherche et puis un microprocesseur, du coup je vais choper la tuile là, puis ben c'est fini. Mais d'un autre côté, la personne qui vient de se faire avoir ne peut s'en prendre qu'à elle-même parce qu'il fallait qu'elle surveille l'autre. Il faut surveiller l'autre, même si c'est un jeu où, dans la configuration actuelle, économie, science, culture, vous êtes beaucoup dans votre coin à planifier un peu à l'avance, il faut toujours un petit peu garder un œil sur ce que fait votre voisin ou vos voisins autour de la table,
parce qu'ils peuvent potentiellement à tout moment vous choper des tuiles de victoire et l'emporter au nez et à la barbe de tous, quoi. Tout à fait. Alors après, on peut aborder aussi le thème qui est important pour certains joueurs du hasard. Est-ce que c'est un jeu qui, pour toi, comporte une part importante de hasard ou pas? Importante, non. Non, on est bien d'accord là-dessus. Il y a une certaine part d'inconnu, et moi je ne vais pas dire de hasard, mais d'inconnu en fonction des cartes. Des cartes, oui, bien sûr. Et cette part d'inconnu, pour moi, à mon avis, elle se réduit de plus en plus au fur et à mesure que vous jouez. Ouais. Parce que finalement, les cartes sont assez archétypales, dans le sens où elles fonctionnent selon des modèles. Vous allez avoir des cartes qui vont vous donner un gain immédiat, vous allez avoir des cartes que vous allez installer, mais du coup, ça ne sera plus une surprise, puisque les autres joueurs pourront voir ces cartes-là et pourront réagir en fonction. Donc, pour moi, c'est un jeu typiquement euro. Oui, c'est un jeu euro. Il n'y a pas de dés, il n'y a pas de hasard qu'on ne peut pas mitiger. Il y a un peu d'aléatoire dans le sens où vous n'avez jamais quelle carte vous allez piocher, enfin, quelle catégorie vous allez piocher, mais pas exactement quelle carte, est-ce qu'elle va convenir dans votre stratégie, etc. Tout à fait. Mais... il y a un peu d'incertitude avec les mini-jetons cachés de scoring pour garder le suspense vers la fin de la partie. Presque un aspect bluff en fait. Et quasiment un aspect bluff, tout à fait, mais pour moi c'est un jeu qui conviendra plutôt à des gens qui aiment les jeux euro. Ouais. Les gens qui aiment plutôt les jeux où on balance des dés, où finalement il y a d'énormes rebondissements incroyables, c'est pas vraiment tout à fait l'ambiance. Il y a des rebondissements. Il y a des rebondissements, mais c'est, comme tu le disais, pas forcément flamboyant. Ça peut l'être, mais ça peut parfois être un peu tout à plus... Tout à fait. J'arrive pas à trouver Fade. Fade, ouais. Mais c'est un peu fort, c'est un peu fort, fade, c'est vrai. Peut-être que pour terminer en 2 minutes, on pourrait clore par une opinion globale de chacun. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as pensé globalement de Atlas Lost? Alors moi j'aime bien parce que c'est clair, c'est fluide, une fois qu'on a fait 2 parties, on est dedans et on n'a plus besoin de retourner dans le livret de règles pour le jeu de base actuellement. Donc moi c'est un jeu qui me plaît bien, en plus c'est un jeu de type placement d'ouvriers, c'est un des styles de jeu que je préfère, donc moi je suis assez convaincu avec les réserves que je mets en termes de goût personnel sur l'habillage esthétique, qui est très joli mais un peu froid, et qui parfois est un peu pas assez quelque part pour moi. C'est tout. Mais autrement, oui, c'est un jeu qui, personnellement, sur les quelques parties qu'on a faites, m'a convaincu d'être un bon jeu. Un jeu solide. Il n'invente pas forcément la poudre, on est bien d'accord, mais c'est pas forcément ce que je demande à un jeu. Moi, ce que j'aime dans un jeu, c'est qu'il soit sur des règles solides et qui permettent de faire des parties solides et, je dirais, ah bah oui, mais finalement, il y a cette règle-là, donc finalement, t'as gagné ou t'as perdu, et c'est un peu, ah ouais, mais bon, c'est un peu dommage. Non, là, c'est bien, c'est propre, c'est carré, c'est bien. Et toi, du coup? Moi, pour dire les choses très simplement, je trouve que le jeu est très très bon. Il n'est pas exempt de tout reproche, comme on vient de vous le démontrer de toute manière. De toute façon, rares sont les jeux qui sont exempts de tout reproche. Mais je trouve que c'est un très bon jeu qui manque peut-être un tout petit peu de saveur et de personnalité en termes de thématique, mais encore une fois sous réserve de voir ce que peut proposer l'extension avec notamment la campagne. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Donc de ce point de vue-là, je vais surveiller la campagne de très très près parce que j'ai envie de voir de quoi il s'agit, de quoi il retourne, de cette extension campagne, etc. C'est un jeu que je verrais très bien venir garnir ma ludothèque, très clairement. Après, est-ce que c'est un pack garanti de ma part? Non. J'attends de voir justement ce que propose, ce qu'on n'a pas encore vu de notre côté, pour en savoir plus. Mais en l'état, c'est un très bon jeu que je pourrais tout à fait recommander à tous les amateurs de pose d'ouvriers, notamment de gestion de ressources, même si c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu froid, un petit peu aride. C'est vrai. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je pense aussi, j'ai rien de spécial à ajouter, donc je pense qu'on va conclure ici cette petite vidéo d'opinion sur le jeu Atlas Lost de Totsuka Chuo, qui devrait être, au moment où vous verrez cette vidéo et la vidéo d'Expi Party, en cours de financement participatif sur donc Kickstarter. Sur Kickstarter, et puis bien sûr on vous renvoie bien évidemment pour ceux qui ne seraient pas opposés aux longues vidéos, à notre Expli Party pour en apprendre un petit peu plus en détail sur les mécanismes qui qui régissent l'univers de Atlas Lost, Rise of the New Sovereigns. C'est tout pour nous pour aujourd'hui dans cette review de Atlas Lost. On se retrouve très prochainement pour d'autres reviews. Et puis d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine. Salut!